Bonjour, je suis Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Amélie, qui s'intitule ainsi « J'ai soutenu ma famille avec 375 000 € sur 8 ans pendant qu'ils m'être traité de vache à lait dans mon dos. Elle est trop stupide et naïve pour dire non. Quand ils ont exigé ma maison pour le mariage de ma sœur, je les ai démasqués au dîner. Maintenant, ils sont ruinés. Alors, allons-y. Je m'appelle Amélie. J'ai 32 ans, et je travaille comme analyste financière dans une grande société d'investissement à Paris. Je gagne environ 140 000 € par an maintenant. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là et ce que ma soi-disant famille m'a fait. J'ai des parents, mon père, Romain, et ma mère, Lydie, et une sœur cadette, Manon, qui a 7 ans de moins que moi. Dès le début, il était clair qui était l'enfant préféré. Quand j'avais 8 ans et que j'ai ramené un bulletin avec uniquement des A, mes parents ont juste hoché la tête et dit « C'est ce que tu es censé faire, Amélie. C'est ton travail d'avoir de bonnes notes. » Mais quand Manon était en première année et a eu un B à son test d'orthographe, ils ont organisé tout un dîner de célébration dans son restaurant préféré. Je me souviens d'être assise là, à les regarder la féliciter pour avoir fait un travail si extraordinaire, tandis que mon bulletin parfait restait oublié dans mon sac à dos. La différence dans la façon dont ils nous traitaient n'a fait qu'empirer en grandissant. Pour mon 16e anniversaire, mes parents m'ont offert un vélo d'occasion qu'ils avaient acheté à notre voisin pour 45 €. La chaîne était rouillée, la peinture écaillée, et l'un des freins fonctionnait à peine. « Tu devrais être reconnaissante », a dit ma mère en voyant mon visage déçu. Certains enfants n'ont rien du tout. Pour le 16e anniversaire de Manon, ils lui ont acheté une voiture neuve. Pas n'importe quelle voiture, une Renault Clio à 23 000 € avec toutes les options. Elle n'avait même pas encore réussi son examen de conduite. Quand est venu le temps d'aller à l'université, devinez qui a dû se débrouiller toute seule? C'est ça, moi. J'ai postulé dans des universités publiques et j'ai réussi à obtenir une bourse partielle qui couvrait environ la moitié de mes frais de scolarité. Pour le reste, j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque du campus, travaillant 20 heures par semaine entre les cours. Je prenais aussi des services dans un café local les week-ends. Pendant ce temps, mes parents mettaient chaque centime qu'ils pouvaient dans un fonds d'études pour Manon. Elle va devenir médecin, disait-il à quiconque voulait bien l'entendre. Nous devons nous assurer qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans se soucier de l'argent. J'ai obtenu mon diplôme en finance avec 28 000 € de prêts étudiants. Mon premier emploi était celui d'analyste junior dans une petite entreprise du centre de Paris. Le salaire de départ était de 60 000 € par an, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce que vous preniez en compte le loyer de Paris. J'ai trouvé un minuscule studio dans un quartier de la Petite Couronne. Et quand je dis minuscule, je veux dire que vous pouviez toucher les deux murs en étirant les bras. La salle de bain était si petite qu'il fallait se tenir de côté pour fermer la porte. Mais c'était à moi, et j'en étais fier. Environ un an après avoir commencé à travailler, j'ai reçu un appel de mes parents qui a tout changé. C'était un dimanche soir, et je préparais mes repas pour la semaine quand mon téléphone a sonné. « Amélie, nous devons te parler de quelque chose d'important », a dit mon père. Sa voix semblait différente, stressée. « Que se passe-t-il ? » « J'ai perdu mon travail », a-t-il dit. « L'entreprise réduit ses effectifs, et ils ont licencié la moitié du département d'ingénierie. »« Et ta mère ? » ?»« Elle a des problèmes de dos. Le médecin dit qu'elle ne peut plus travailler à plein temps comme infirmière. Elle ne peut faire que du temps partiel, et ça couvre à peine nos courses. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé d'entendre ça, papa. As-tu commencé à chercher d'autres emplois? Bien sûr que oui, a-t-il répliqué sèchement. Mais personne ne veut embaucher un ingénieur de 55 ans quand ils peuvent avoir quelqu'un qui sort de l'université pour la moitié du prix. Écoute, Amélie, nous avons besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Une aide financière. Nous avons l'hypothèque, les factures médicales de ta mère, et Manon qui commence la faculté de médecine l'année prochaine. Les frais de scolarité seuls s'élèvent à 65 000 € par an. 65 000 € pour une seule année. Je remboursais encore mes propres prêts, et il voulait que j'aide à payer les études de médecine de Manon. Je ne sais pas si je peux. Amélie, s'il te plaît, la voix de ma mère s'est fait entendre. Il m'avait mise sur haut-parleur. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné tout ce que nous pouvions. Maintenant, nous avons besoin que tu prennes tes responsabilités et que tu aides ta famille.
C'est ce que font les familles. Le chantage affectif a fonctionné. Bien sûr qu'il a fonctionné. Ils avaient perfectionné cette technique toute ma vie. J'ai accepté d'aider, en me disant que ce ne serait que temporaire, juste jusqu'à ce que papa trouve un autre travail. Mais le temporaire s'est transformé en 8 ans. Chaque mois, je leur envoyais de l'argent. Parfois c'était 2800 €, parfois 4700, selon la crise à laquelle ils faisaient face ce mois-là. Il y avait toujours quelque chose. Le toit avait besoin de réparation. La voiture était en panne. Manon avait besoin de nouveaux manuels. Les factures médicales de maman étaient plus élevées que prévu. J'ai tout payé. Leur hypothèque, leur assurance, leurs factures, et oui, la plupart des frais de scolarité de Manon. Pendant ces 8 années, j'ai travaillé comme une acharnée. J'ai pris des projets supplémentaires, travaillé les week-ends, et impressionné les bonnes personnes. J'ai été promu 3 fois, pour finalement atteindre le poste d'analyste senior avec ce salaire de 140 000 €. Mais même avec ce bon salaire, je vivais comme si je gagnais encore 60 000 €. Je suis resté dans mon minuscule studio pendant 3 ans de plus avant de passer à un 2 pièces. Je ne prenais pas de vacances. J'achetais mes vêtements dans des magasins de déstockage. Chaque centime supplémentaire allait soit à ma famille, soit dans mes économies et mes investissements. Voyez-vous, je ne faisais pas qu'épargner de l'argent, je l'investissais. Des fiducies de placement immobilier, des fonds indiciels, quelques actions individuelles que j'avais étudiées à fond. J'ai appris tout ce que je pouvais sur la constitution d'un patrimoine parce que j'étais déterminé à ne pas finir comme mes parents, ruinés et dépendants de leurs enfants. 5 ans après avoir commencé à soutenir ma famille, j'ai fait mon plus gros investissement. J'ai acheté une petite maison dans les Yvelines, juste à l'extérieur de la ville. Elle a coûté 420 000 €, ce qui peut paraître fou, mais pour cette région, c'était en fait une bonne affaire. Elle avait besoin de quelques travaux. La cuisine n'avait pas été rénovée depuis les années 80, et les salles de bain étaient en assez mauvais état, mais elle avait une bonne structure. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin. Je l'ai rénovée petit à petit, faisant beaucoup de travaux moi-même les week-ends. Grâce à mes investissements performants et en utilisant chaque prime et remboursement d'impôts pour l'hypothèque, j'ai réussi à la rembourser en seulement 3 ans. À 32 ans, je possédais ma maison, entièrement payée. Pas d'hypothèque, pas de loyer, juste les impôts fonciers et l'entretien. C'était une sensation incroyable. Ma famille venait parfois en visite. Ils montaient en voiture de la Normandie, où ils vivaient toujours dans la même maison où j'ai grandi. Ils mangeaient ma nourriture, buvaient mon vin, utilisaient ma chambre d'amis, et ne disaient jamais merci. Pour eux, c'était juste normal. Amélie pourvoit. C'est ce que fait Amélie. Manon amenait parfois son groupe d'études sans demander. 5 ou 6 étudiants en médecine se présentaient à ma porte, et Manon disait, « Nous avons besoin d'un endroit calme pour étudier, et ta maison est parfaite. » Ils envahissaient mon salon, mangeaient tout ce qu'il y avait dans mon frigo, et laissaient un désordre que je devais nettoyer. Pas une seule fois l'un d'eux n'a dit merci. Pas une seule fois ils n'ont reconnu que j'étais la raison pour laquelle Manon pouvait même se permettre d'être en faculté de médecine. Puis, il y a environ 6 mois, tout a changé. C'était un samedi après-midi, et ma famille était en visite. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner pour tout le monde quand mon téléphone a sonné. C'était ma tante Isabelle, la sœur de ma mère. J'ai failli ne pas répondre. Tante Isabelle et moi n'étions pas particulièrement proches, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Salut, tante Isabelle. »« Amélie, comment vas-tu, ma chérie ?» Nous avons bavardé un instant avant qu'elle ne dise « Est-ce que Lydie est là ?» J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. « Oui, elle est là. Elle est dans le salon. Tu veux que je l'appelle ?» Si ça ne te dérange pas, je me suis dirigé vers le salon mais je me suis arrêté dans le couloir quand j'ai entendu ma mère parler. Elle devait être au téléphone avec quelqu'un d'autre. Je sais, n'est-ce pas, disait ma mère, et elle riait. Amélie est notre petite vache à lait. Elle continue de produire du lait, et elle ne se rend même pas compte qu'on la traite jusqu'à la dernière goutte. Je me suis figé. Elle est trop stupide et naïve pour jamais dire non, a continué ma mère. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre avec son argent? Elle n'a ni mari ni enfant. Elle va probablement mourir seule dans sa maison, alors autant qu'elle utilise son argent pour aider Manon. Au moins, Manon va réellement faire quelque chose de sa vie. Mon père a ri.
Tu te souviens quand elle pensait vraiment qu'on était fiers d'elle pour avoir acheté cette maison? Genre, waouh, Amélie, tu as acheté une maison. Manon va sauver des vies. Elle est comme un distributeur automatique, a ajouté ma mère. Tu mets une histoire triste, et l'argent sort. C'est parfait. Je suis resté là, dans mon propre couloir, tenant mon téléphone, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Puis j'ai entendu la voix de Manon. Vous êtes terrible, a-t-elle dit, mais elle riait aussi. Mais bon, faites en sorte que ce distributeur automatique continue de fonctionner. J'ai encore une année d'études à payer. J'ai reculé doucement et je suis monté dans ma chambre. J'ai dit à tante Isabelle que maman était occupée et que je lui demanderais de la rappeler plus tard. Puis je me suis assise sur mon lit et j'ai essayé de digérer ce que je venais d'entendre. 8 ans. 8 ans de sacrifice, de vie en dessous de mes moyens, de refus de choses que je voulais pour pouvoir les aider. Et pendant tout ce temps, ils se moquaient de moi dans mon dos. Je n'étais rien d'autre qu'une machine à sous pour eux. Je suis redescendu et j'ai fini de préparer le déjeuner. Je leur ai servi à manger dans ma salle à manger, dans la maison que j'avais payée moi-même avec l'argent que j'avais gagné moi-même, et j'ai souri. J'ai fait la conversation. J'ai agi comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, j'étais en train de préparer un plan. Quelques mois plus tard, Manon a obtenu son diplôme de médecine. Elle a également annoncé ses fiançailles avec Jacques-Henri, dont les parents possédaient une chaîne de cliniques médicales privées. L'enfant prodige avait touché le gros lot, un diplôme de médecine et un mari riche. Mes parents étaient aux anges. Ils ont organisé un grand dîner de fiançailles à l'Ambroisie, ce restaurant chic de Paris. Ils ont invité une vingtaine de personnes, la famille, des amis proches, et les parents de Jacques. Le dîner avait lieu un vendredi soir, et je suis descendu des Yvelines en voiture après le travail. Je dois mentionner que pendant ces mois depuis que j'avais entendu la conversation téléphonique, je n'avais rien changé à mon soutien financier. Je continuais à envoyer de l'argent chaque mois, à payer leurs factures, à agir comme si tout était normal. J'attendais le bon moment. Le dîner était exactement comme on pouvait s'y attendre. Manon était assise au centre de la table dans une robe de créateur que mes parents avaient sûrement achetée avec mon argent, exhibant son énorme bague de fiançailles. Jacques était assis à côté d'elle, ce type à l'air suffisant avec les cheveux gominés qui n'arrêtaient pas d'étaler ses relations. La nourriture était incroyable, même si j'avais à peine pu la goûter. J'étais assise là, calculant combien ce dîner allait coûter. Au moins 9 500 € pour 20 personnes dans un endroit comme celui-ci. Devinez qui allait recevoir la note? À peu près à la moitié du dîner, après que tout le monde eut bu quelques verres, mon père s'est levé et a tapoté son verre de vin. « Je veux porter un toast », a-t-il dit. La table s'est tue. Manon et Jacques, vous êtes un couple parfait. Vous êtes tous les deux brillants, vous réussissez, et vous allez avoir une vie extraordinaire ensemble. Les gens ont levé leurs verres, murmurant leur accord. Mais mon père a continué, alors que vous commencez votre nouvelle vie, vous aurez besoin d'un endroit convenable pour vivre, un endroit qui reflète votre statut de médecin et d'homme d'affaires. J'ai vu Manon se pencher en avant, les yeux brillants d'anticipation. Mon père s'est tourné pour me regarder directement. C'est pourquoi Amélie va vous donner sa maison comme cadeau de mariage. Les mots sont restés suspendus dans l'air un instant. Quelqu'un a eu le souffle coupé. Je crois que c'était tante Isabelle. Quoi? Ai-je dit. Ta maison, a répété mon père, comme si j'étais lente. Tu vas donner ta maison à Manon et Jacques. Elle est parfaite pour eux. Bon quartier, bonnes écoles pour quand ils auront des enfants. Et soyons honnêtes, Amélie, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tu es célibataire, sans enfant. Tu peux te trouver un bel appartement en ville. Tu pourrais même revenir vivre avec nous. Manon a carrément tapé dans ses mains. Oh mon Dieu, oui. J'adore cette maison. Je sais déjà quelle pièce je vais transformer en chambre de bébé. Et cette cuisine est parfaite pour recevoir. Merci beaucoup, Amélie. Elle me remerciait déjà comme si c'était chose faite. C'est si généreux de votre part, a dit la mère de Jacques, me souriant avec son visage figé par le botox. Manon a tellement de chance d'avoir une sœur comme vous. Ma mère s'est penchée et m'a tapoté la main. Tu fais ce qu'il faut, ma chérie. La famille est de la famille. Tout le monde me regardait, attendant que je sourie, que je hoche la tête et que je leur tende les clés de la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur pour l'acheter et la payer.
Je me suis levé lentement. Non, ai-je dit. Le silence fut immédiat et total. Comment ça, non, a demandé mon père. Je veux dire, non, je ne donne pas ma maison à Manon. Je l'ai achetée avec mon argent. Je l'ai remboursée avec mon argent. Elle est à moi, et je la garde. Le visage de Manon est passé de la confusion à la colère en environ 2 secondes. Tu es sérieuse, là? Tu vas vraiment être aussi égoïste? Égoïste? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'est un peu fort de café venant de toi. Amélie, assieds-toi, a sifflé ma mère. Tu nous mets dans l'embarras. Non, maman. Vous vous êtes mis dans l'embarras vous-même. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Je m'étais préparé. J'avais des captures d'écran de chaque virement bancaire que je leur avais fait au cours des 8 dernières années. Absolument tous. Laissez-moi vous montrer quelque chose, ai-je dit en brandissant mon téléphone. Ceci est un virement datant de 3 mois après que papa a perdu son travail. 4 700 €. En voici un du mois suivant, 2800. Et le mois d'après, 3 700. J'ai commencé à faire défiler les images, tenant mon téléphone en l'air pour que tout le monde puisse voir. 8 ans, ai-je dit. 8 ans de virement. Vous voulez connaître le total? 385 000 €. C'est ce que j'ai donné à mes parents. C'est avec ça que j'ai payé la faculté de médecine de Manon, leur hypothèque, leur facture, leur assurance, tout. Les parents de Jacques ont échangé des regards mal à l'aise. Certains de mes proches se tortillaient sur leur siège. Et vous savez ce qui est vraiment drôle, ai-je continué. Pendant que je leur envoyais tout cet argent, vivant dans un minuscule appartement, ne prenant jamais de vacances, ne m'achetant jamais rien de beau, ils m'appelaient leur vache à lait, leur distributeur automatique. Ils ont littéralement dit que j'étais trop stupide et naïve pour réaliser qu'ils m'utilisaient. Tu mens, a dit ma mère, mais son visage était devenu blême. Ah oui? J'ai regardé tante Isabelle. Tu te souviens quand tu as appelé il y a quelques mois? Maman était au téléphone avec quelqu'un, riant de la façon dont je continue à leur donner de l'argent comme une idiote. Dis-leur, tante Isabelle. Dis-leur ce que tu as entendu. Tante Isabelle avait l'air mal à l'aise, mais elle a pris la parole. Lydie a bien dit quelque chose sur le fait qu'Amélie était trop facile à manipuler. Elle a dit qu'Amélie leur donnerait n'importe quoi s'ils faisaient juste semblant d'être assez tristes. La table a explosé. Les parents de Jacques chuchotaient entre eux. Mes cousins regardaient mes parents, choqués. Manon pleurait, mais cela ressemblait à des larmes de colère. Tu as tout gâché, m'a-t-elle hurlé. Tu as gâché mon dîner de fiançailles. Tu es juste jalouse parce que je vais me marier et que tu vas mourir seule. Peut-être, ai-je dit en remettant mon téléphone dans mon sac. Mais au moins, je ne serai pas un parasite. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 190 € sur la table. C'est pour mon dîner, ai-je dit. Et c'est le dernier argent que vous verrez jamais de ma part. Mon père s'est levé. Amélie, si tu passes cette porte. Quoi, ai-je interrompu. Tu vas me renier? Arrêtez de me parler? S'il te plaît, fais-le. Ça m'évitera d'avoir à bloquer vos numéros. Je suis sorti de ce restaurant la tête haute, même si mes mains tremblaient. Le voiturier a amené ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, mon téléphone vibrant constamment d'appels et de messages auxquels je n'ai pas répondu. En arrivant à la maison, j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais. J'ai bloqué les numéros de mes parents, de Manon et de Jacques. Je suis allé sur mon application bancaire et j'ai annulé tous les virements automatiques. Je les ai retirés en tant qu'utilisateurs autorisés sur mes cartes de crédit. J'ai changé mon mot de passe Netflix, mon mot de passe Amazon Prime, tout ce dont ils profitaient. Puis j'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis assise sur mon canapé, dans ma maison que je ne donnerai à personne, et je me suis senti libre. Les semaines suivantes furent calmes, d'un calme bien heureux. Je me suis plongé dans le travail, j'ai commencé à suivre un cours de yoga, je suis même sorti quelques fois avec un gars du service marketing de mon entreprise. Il s'appelait Thomas, il était doux et drôle et n'avait aucune idée du drame avec ma famille. Puis, environ un mois après le dîner, tante Isabelle a appelé. Amélie, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de ta famille en ce moment, mais je pensais que tu devrais savoir ce qui s'est passé. J'ai failli raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Que se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord,
Manon a dit à tes parents qu'elle avait besoin d'une pause après toutes ses études. Elle a dit qu'elle était trop épuisée pour commencer son internat. Elle est restée à la maison, dormant jusqu'à midi, faisant du shopping avec ses amis. J'ai ri. Tout cet argent pour la faculté de médecine, et elle n'allait même pas utiliser son diplôme. Mais ce n'est pas la plus grande nouvelle, a poursuivi tante Isabelle. Jacques a rompu les fiançailles. Je me suis redressé. Vraiment? Environ une semaine après ce dîner, il a dit à Manon qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un venant d'une famille, et je cite, d'escrocs aussi problématiques. Ses parents lui auraient dit que si ta famille pouvait escroquer de 375 000 euros, que lui ferait-il à lui? Eh bien. Oh, ça s'améliore, ou ça s'aggrave, selon le point de vue. Il s'avère que Manon trompait Jacques, de toute façon. Elle voyait un barman d'un club en ville. Rémi ou Benoît, ou quelque chose comme ça. Et le clou du spectacle, il y a 3 semaines, ils se sont enfuis en Espagne ensemble. Tu plaisantes. Non. Et, Amélie, elle est partie avec les économies de tes parents. Environ 28 000 euros qu'ils avaient cachés. Elle a vidé leur fonds d'urgence et leur compte courant. Je ne savais pas si je devais rire ou avoir pitié d'eux. En fait, non. Je n'avais aucune pitié pour eux. Tes parents sont dans de vrais ennuis maintenant, a dit tante Isabelle. Sans ton argent, ils ne peuvent pas payer l'hypothèque. La banque leur a envoyé un avis de saisie immobilière. Ils appellent tous les membres de la famille, suppliant pour des prêts. Laisse-moi deviner, personne ne veut aider les gens qui ont escroqué leur propre fille de 375 000 euros. Exactement. Ton histoire s'est répandue assez vite dans la famille. Personne ne veut être leur prochain distributeur automatique. Ils ont essayé de te joindre. Ton père t'a même écrit une lettre. Il l'a postée à ton bureau. J'avais reçu la lettre. Je l'avais jetée à la poubelle sans l'ouvrir. J'en ai fini avec eux, tante Isabelle. Je comprends. Je pensais juste que tu devais savoir. Oh, et ta mère m'a demandé de te dire qu'ils sont désolés et que tu es leur seul espoir. Leur seul espoir pourquoi? Plus d'argent? Ils ont eu 8 ans de mon argent. Ils auraient pu en économiser. Ils auraient pu être reconnaissants. Au lieu de ça, ils se sont moqués de moi dans mon dos et ont essayé de voler ma maison. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. 2 mois de plus sont passés. J'ai appris par tante Isabelle que mes parents avaient été forcés de vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres en location dans un quartier difficile de la région parisienne. Mon père, à 60 ans, a dû prendre un travail de gardien de nuit dans un entrepôt. Ma mère travaillait comme agent d'entretien dans un hôpital, le même hôpital où elle travaillait autrefois comme infirmière. Manon est revenue d'Espagne 6 mois plus tard, enceinte et fauchée. Rémi ou Benoît, ou quel que soit son nom, l'avait abandonnée à Ibiza après avoir dépensé tout son argent. Elle a dû appeler mes parents pour qu'ils lui virent de l'argent pour un billet d'avion pour rentrer. Alors maintenant, ils vivaient tous les 3 dans cet appartement exigu, mon père travaillant la nuit, ma mère nettoyant des toilettes, et Manon enceinte sans travail, sans licence médicale, sans mari, et sans perspective. Pendant ce temps, ma vie ne cessait de s'améliorer. J'ai été promu analyste senior avec une augmentation de salaire à 165 000 euros. Thomas et moi sommes devenus un couple officiel. C'est vraiment un type formidable, divorcé avec une fille adolescente qui est très cool. J'ai acheté un autre bien d'investissement, un appartement que je loue pour un revenu passif. J'ai commencé à prendre ces vacances que je ne m'étais jamais autorisées. Thomas et moi sommes allés en Italie le mois dernier et nous prévoyons un voyage en Thaïlande pour le Nouvel An. Je reçois encore parfois des messages de mes parents, transmis par des proches. Ils veulent se réconcilier. Ils veulent s'excuser. Ils veulent que je rencontre le bébé de Manon, un petit garçon qu'elle a appelé Olivier, ce qui ressemble à une pique délibérée à mon encontre. Mais voici le truc: quand on est la vache à lait de quelqu'un, une fois que vous arrêtez de produire du lait, ils réalisent que c'est tout ce que vous avez toujours été pour eux. Je ne leur manque pas, mon argent leur manque. Le filet de sécurité que je fournissais, les factures que je payais, le style de vie que je finançais leur manque. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur, si j'aurais dû leur donner une autre chance. Puis je me souviens de la voix de ma mère me traitant de stupide et de naïve. Je me souviens de mon père disant que je devrais être reconnaissante de leur donner ma maison. Je me souviens de Manon riant du fait que j'étais un distributeur automatique. Et je me souviens que pendant 8 ans, je leur ai tout donné,
et ils ne m'ont rien donné en retour, si ce n'est de la moquerie. Thomas ne connaît pas encore toute l'histoire. Je lui ai dit que ma famille et moi étions en froid, mais pas les détails. Peut-être qu'un jour je lui dirai tout. Pour l'instant, je profite simplement d'avoir une relation avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. La semaine dernière, j'ai vu sur Facebook, je ne suis ami avec aucun d'eux, mais des parents communs publient encore des choses, que Manon avait trouvé un travail dans un fast-food. Il y avait une photo d'elle dans son uniforme, tenant Olivier, avec une légende sur le fait de « travailler dur pour mon petit garçon ». Les commentaires étaient remplis de gens la louant d'être une mère célibataire si forte. Personne n'a mentionné qu'elle aurait pu être médecin. Personne n'a mentionné les centaines de milliers d'euros qui ont payé ses études de médecine. Personne n'a mentionné la sœur qui a tout sacrifié pour une famille qui ne la voyait que comme un portefeuille. Mais moi, je sais, et ça suffit. Ma maison dans les Yvelines est magnifique en automne. Les feuilles des arbres de mon jardin deviennent rouges dorées, et il y a cet endroit parfait sur ma terrasse arrière où l'on peut s'asseoir avec une tasse de café et regarder le lever du soleil. Thomas et moi étions assis la dimanche dernier au matin, en train de planifier ce que nous allions faire pour le dîner ce soir-là, quand mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu, mais j'ai su immédiatement qui c'était. Amélie, c'est maman. J'ai un nouveau téléphone. S'il te plaît, nous devons parler. Manon est malade et nous ne pouvons pas payer les factures d'hôpital. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît, souviens-toi que nous sommes une famille. Je l'ai montré à Thomas. Il l'a lu et m'a regardé en haussant les sourcils. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai repris le téléphone, j'ai bloqué le numéro, et je l'ai mis de côté. Rien, ai-je dit. Je ne vais absolument rien faire. Et vous savez quoi? C'était une sensation incroyable. Les gens pourraient penser que je suis cruel. Ils pourraient dire que je devrais pardonner et oublier, que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Mais ces gens n'ont probablement pas eu leur famille les traitant de vaches à lait. Ils n'ont probablement pas donné 375 000 euros pour ensuite se faire dire qu'ils devraient aussi donner leur maison. Ils n'ont probablement pas été la risée des personnes qui étaient censées les aimer le plus. La vérité, c'est qu'éliminer les personnes toxiques de sa vie n'est pas cruel. C'est nécessaire. Même si ces personnes toxiques sont vos parents, même si c'est votre sœur, même si c'est la famille que vous êtes censé aimer inconditionnellement. Parce que voici ce que j'ai appris, l'amour ne devrait pas avoir de conditions, mais le respect devrait être non négociable. Et si quelqu'un ne peut pas vous respecter, s'il ne vous voit que comme une ressource à exploiter, alors il ne mérite pas une place dans votre vie. Mes parents et Manon apprennent cette leçon maintenant, à la dure. Ils pensaient que la vache à lait serait toujours là, prête à être traite chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. Ils pensaient que le distributeur automatique ne serait jamais à court d'argent. Ils pensaient que j'étais trop stupide et naïve pour jamais me défendre. Ils se sont trompés. Et honnêtement, leur situation actuelle n'est pas de ma faute. Je n'ai pas forcé Manon à sauter son internat. Je n'ai pas forcé Manon à tromper son riche fiancé. Je n'ai pas forcé Manon à s'enfuir en Espagne avec un barman. Je n'ai pas forcé Manon à tomber enceinte d'un type qui l'abandonnerait. Je n'ai pas forcé mes parents à se moquer de moi dans mon dos. Je ne les ai pas forcés à exiger ma maison. Je ne les ai pas forcés à ne rien économiser malgré les 375 000 euros qu'ils ont reçus de moi sur 8 ans. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Quant à moi, je vis ma meilleure vie. J'ai une belle maison qui est entièrement à moi. J'ai une carrière réussie que j'ai bâtie moi-même. J'ai un petit ami qui me voit comme une partenaire, pas comme une tirelire. J'ai des économies, des investissements et un avenir qui s'annonce radieux. Et j'ai autre chose, quelque chose qui n'a pas de prix, le respect de soi. Il m'a fallu 32 ans pour le trouver. Mais maintenant que je l'ai, je ne le laisserai jamais partir. Pour personne. Pas même pour la famille. Surtout pas pour une famille qui ne m'a jamais vu comme autre chose que leur distributeur automatique personnel. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de dire non. Et parfois, la personne la plus importante que vous devez sauver, c'est vous-même.